J'ai failli commencer, j'avais réfléchi un peu à comment commencer la rencontre sur la scène dans la cabane qui m'impressionne fortement, la dernière scène que je trouve relativement extraordinaire et que je pense qu'il marquera un peu le cinéma. Mais je veux revenir un peu à ce qui est donné d'entrée dans le film. Le début se passe dans l'intime, la relation très proche entre Igor et Natacha. Et ensuite, on bascule tout de suite dans la violence. Et c'est ce qui reflète un peu ce film, c'est-à-dire que tout se passe au début dans l'intime, et puis petit à petit, la violence fait irruption. La violence, je dirais, intérieure, puisque ça se passe un peu dans le couple. Et puis la violence sociale, puisqu'il sort, il va à l'extérieur. Et après, il essaye de se réfugier dans un espace, je dirais, naturel où rien ne devrait arriver. Et là, la violence s'amplifie fortement. Bon, donc, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier Jean Lequeuf et le festival parce que j'ai découvert ce film grâce à vous, qui est vraiment absolument magnifique, je trouve. Et alors, sur cette question de l'intimité et de la violence, en tout cas, moi, ce que j'ai pensé en regardant ce film, c'est qu'il se déroule dans une société dont on va sans doute parler, avec ses particularités, ses spécificités. Mais en même temps, ce qu'il raconte de la question transgenre, qui est devenue une question sociale importante aujourd'hui dans nos sociétés, par exemple dans la société française, et dont on parle quand même beaucoup. Ce qu'il raconte pourrait tout à fait se passer chez nous, et on retrouve vraiment des expériences et des, comment dirais, pas un scénario, mais en tout cas des expériences qui sont partagées par beaucoup de personnes trans dans nos sociétés aujourd'hui. Et effectivement, tout commence dans l'intime, évidemment, dans l'intimité de la personne, de ce qu'elle vit et de ce qu'elle ressent, et puis dans l'intimité de ses relations très proches. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est justement la façon dont on voit vraiment décliner différentes strates en fait, de ce que vivent les personnes trans et de ce que chacun de nous finalement vit dans son rapport à son inscription de genre, à la fois dans ses relations effectivement, dans sa relation à sa propre identité, dans ses relations assez très proches, et dans sa position dans la famille, en tant que conjoint, en tant que parent. Qu'est-ce qui se passe quand on change de genre, ou quand on joue avec la frontière, parce que c'est plutôt ça ce qui se passe dans ce film-là. Et ensuite, effectivement, ce passage à la communauté sociale plus large, et ce que ce personnage éprouve de ce qu'on appelle aujourd'hui la transphobie, c'est-à-dire l'intolérance au jeu avec la frontière, justement, ou l'intolérance à la transgression des frontières du genre. Enfin, on va, je pense, en reparler beaucoup. Mais et effectivement, il y a une violence immense dans ce film face à cette transgression, parce que c'est insupportable pour la communauté environnante. Et ce passage dans la forêt, c'est aussi le moment du bannissement, c'est-à-dire qu'il est rejeté par la communauté, et il est presque renvoyé dans un monde sauvage finalement, puisqu'il doit se nourrir, etc., dans la nature. Et finalement, les choses, elles vont aussi se renouer par les relations intimes, c'est-à-dire que c'est par la relation à sa compagne, finalement, qui revient, qu'il est réintégré dans le monde social. Et ça, je trouve, la scène dans la cabane, elle est absolument magnifique, elle est très émouvante, je trouve. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les récits de personnes trans, c'est-à-dire comment, alors qu'on change de genre, on reste un père ou une mère qu'on était déjà avant. On reste parfois un conjoint. Alors ça, c'est souvent très perturbant, très troublant à penser, mais il y a des couples dans lesquels une des deux personnes change de genre, mais la relation conjugale continue. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont, je trouve, très très bien restitués dans ce film, qui à la fois parle de cette communauté particulière, dans ce pays particulier, mais en même temps parle de la question trans d'une façon assez universelle, je trouve. Donc ça, c'est, voilà, une première réaction. Est-ce que vous pensez que ça reflète bien la société russe, rurale d'aujourd'hui, avec cette violence? Mais ce qu'il y a aussi, je voudrais apporter une petite nuance, on ne voit pas dans cette violence les gens qui boivent beaucoup, etc. Il n'y a pas ce cliché, disons, que nous, occidentaux, on pourrait avoir de ce qui se passe en Russie.
Bonjour, mesdames, messieurs. Quelques mots sur la réalité. Je pense que c'est pas le film social, c'est pas le film sur les problèmes sociaux et sur les problèmes oui, et sur les problèmes de homophobie. C'est, à mon avis, c'est le fond auquel se déroule une histoire personnelle, absolument personnelle, un choix dramatique de son destin quand tu es devant la mort. Et qu'est-ce qui se passe avec notre cerveau, avec notre conscience et subconscience? C'est une énigme. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ce que vous avez vu concernant la vie dans les campagnes, c'est la vérité. C'est l'atmosphère dans la famille, les rapports entre les gens. Les gens sont très silencieux, très réservés. Et il y a une séparation entre les rôles des femmes sociales et des hommes aussi. Et ce que vous avez vu à la discothèque, malheureusement c'est très typique. Les hommes qui boivent de la vodka et les femmes qui dansent. Et à la campagne, c'est très difficile. Je n'imagine pas, je pense qu'à la réalité, c'était la même réaction très très agressive par rapport à quelqu'un qui gâche, qui rate sa rôle social typique et traditionnel. Ici, beaucoup d'agressions, parce que c'est la réaction, c'est la première réaction à quelqu'un qui trahit la fraternité masculine. Parce que cet homme il a trahi la fraternité masculine. Et chaque personne, à partir de sa femme, essaie de le frapper pour tourner vers son rôle des hommes, etc. Et je pense que ici, il y a beaucoup d'éléments de la narration magique. Et les réalisateurs, ils ont trouvé une bonne balance entre la réalité et les éléments de la narration magique à quel le personnage suit dans ce film. Dans ce film. Le silence, cette transfiguration, il se déguisait en femme, il crée la magie, il fait la magie au silence pendant la nuit. Et tout ça existe de façon très intéressante. Et la vie réelle et le sujet de ce tome, et il y a une bonne balance. Et concernant la violence, oui, c'est la réaction horrible, mais je pense que selon une narration magique, le personnage doit mourir en état précédent pour renaître en autre état, en nouvel état. Et pour ça, il doit mourir symboliquement et presque réellement. Et les hommes dans la forêt qui volent le bois, il fait ça symboliquement, il le tue comme un homme. Et c'est l'aspect que je dis est très logique. Mais malheureusement, c'est difficile à regarder. Peut-être une question dans la salle. Est-ce qu'il n'est pas difficile de tourner ce film justement en Russie actuellement? Bon, j'ai vu que apparemment ça a été tourné en Estonie plutôt qu'en Russie. Et est-ce que ce film a des chances d'être distribué facilement, compte tenu je dirais, de l'esprit politique actuel en Russie? Et oui, c'est possible. Et j'ai lu beaucoup d'opinions de gens qui étaient présentés de façon libre sur Internet. Et il y avait la moitié, presque la moitié, les gens qui étaient contre ce film et les restes qui étaient pour. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ce film très actuel et très intéressant et très provoquant. Une partie qui a dit que c'est n'importe quoi. C'est pas possible à la campagne en Sibérie, en Russie. Mais le fait intéressant que une réalisatrice a entendu cette histoire quand elle était petite. Elle est née en Sibérie et c'était une histoire de l'époque soviétique.
Et on peut deviner la réaction des gens soviétiques à un homme qui s'est déguisé en femme. Mais oui, histoire presque réelle. Mais il n'y avait pas de problème pour distribuer ce film en Russie. Oui. Malgré le fait qu'il y a le problème de homophobie en Russie. Oui, une question peut-être un peu terre-à-terre. À un moment donné, on lui dit qu'il pourra venir à l'hôpital et que tous les frais, absolument tous, seront payés, qu'il n'aura rien à débourser. Est-ce que c'est vrai ceci en Russie et est-ce que c'est vrai pour tous les Russes et partout en Russie? Une bonne question parce que c'était la même question qui était posée aux réalisateurs de ce film. Et ils ont dit que ça existe et même à Moscou, c'est plus difficile, par exemple, que dans les régions. C'est possible. Et c'est gratuit parce qu'il y a, comment ça se dit, il y a le budget et c'est une partie du budget local. C'est possible. C'est pas, comment ça se dit, il faut payer souvent, mais souvent ça marche comme ici, oui. C'est à condition aussi qu'il aille dans la partie des soins palliatifs. Hein. Donc, c'est pour la fin de vie. Moi, je voulais revenir un peu... Il y a encore une question. Pardon. Ah, d'accord, pardon. Oui, j'aurais voulu signaler une chose qui me paraît importante dans le film, c'est que le déclencheur de son changement, c'est en fait quand la chamane lui dit qu'il peut tromper la mort. Oui, oui. Et donc, on sent bien que c'est une façon pour lui d'échapper à la mort, mais ça va être pour lui aussi, et on le voit finalement dans les faits, sa renaissance quelque part. Et il y a un élément qui est quand même assez important, c'est qu'il détruit lui-même sa tumeur par son comportement. Donc on voit bien qu'il y a renaissance et donc nouvelle espérance. Voilà, ce que je voulais signaler qui me paraît important. Je suis absolument d'accord. Et juste pour faire un commentaire là-dessus, je pense que même ça commence avant, ça commence quand elle le soigne et qu'elle lui dit qu'il peut lâcher prise de quelque chose qui est dans sa vie et qui est peut-être... Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est justement qu'on est à la fois sur le registre magique avec l'histoire du canard qui s'est fait passer pour une canne, et donc il trompe la mort, et en même temps, en ce faisant, peut-être il ouvre quelque chose de sa vie qui n'était pas possible avant. Et en même temps, je trouve que c'est une belle métaphore aussi de ce que c'est que la question transsexuelle aussi, puisque on voit cette obstination terrible et extrêmement courageuse, parce que c'est quand même très impressionnant de le voir braver à la fois le danger, le froid, la faim, la solitude absolue, etc. Parce qu'il n'a pas le choix, parce que c'est ça ou la mort. Or, on retrouve exactement finalement le même type ce que je veux dire, c'est que c'est une belle métaphore aussi de ce que c'est que le transsexualisme dans certaines situations où les personnes, de la même façon, n'ont pas le choix et sont engagées dans cette voie parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Et je trouve que ce film raconte ça aussi. Voilà. Je pense quand même que le personnage, je ne connais pas trop les rapports entre les couples en Russie, mais le personnage a une douceur interne et des gestes vis-à-vis de sa femme qui sont un peu exceptionnels déjà. Donc, si il choisit de se transformer en femme, c'est que ça peut-être, c'est une interrogation qui m'a traversée, ça correspond peut-être à quelque chose, à un certain désir aussi qu'il a en lui. D'autres questions, non? Je voulais aussi voir un peu comment, quand il se déguise en femme, on assiste à une explosion de la famille pendant un certain temps. Le cinéaste le montre bien. Avant, la famille est groupée, on les voit tous à table, et puis petit à petit, on les voit séparément, etc. Donc, ça doit être... C'est dur pour la famille. Comment ça se passe dans les familles aujourd'hui quand il y a...
Alors, je crois qu'il y a beaucoup de scénarios, mais effectivement, ce qu'on appelle la transparentalité, ça porte un nom, c'est étudié par les sciences sociales notamment. C'est effectivement une expérience qui peut être, surtout lorsqu'elle advient dans une famille qui est déjà constituée, comme c'est le cas dans ce film, qui est complètement bouleversante en fait pour la famille, puisque chacun doit redéfinir sa place au regard du changement de genre de la personne. Et on voit bien là comment d'abord la relation conjugale est mise à mal, puis la relation à l'enfant. Donc est-ce que cet homme qui est en train de devenir plus ou moins une femme peut rester le père de son enfant? Elle est mise à mal aussi, la famille est extrêmement éprouvée par la stigmatisation dont tous les membres finalement de la famille sont l'objet. Et ça c'est quelque chose qui est effectivement aussi souvent restitué dans les récits de personnes concernées. Et évidemment, on a dans de très nombreux cas des situations de rupture de liens familiaux, dans la réalité. Et ce qu'on voit dans ce film aussi, c'est qu'en même temps, chacun, d'une façon ou d'une autre, va reprendre une place. Puisque, et le premier finalement qui reprend une place par rapport à... Enfin non, la première, c'est la conjointe. À la fois... Elle le fait finalement assez tôt, dans la mesure où très vite elle va le protéger. C'est-à-dire que c'est tout ce qui reste de leur relation, mais il reste ça quand même, puisqu'elle essaie de le protéger de l'hostilité des voisins, de la communauté, etc. Et son père aussi, ce grand-père qui est au départ, on le voit comme un être un peu passif, dont tout le monde doit s'occuper, qui s'occupe que de lui, etc., qui n'est pas du tout... qui exprime aucune gratitude à l'égard de ceux qui l'entourent. C'est lui qui va le sauver, finalement. Et en venant avec le fusil là, pour le interrompre. Donc voilà. Et puis finalement, cette relation qui se renoue, alors on ne sait pas jusqu'à quel point, etc., mais enfin qui va se renouer dans la cabane. Et puis il est là pour la naissance de son enfant finalement. Donc il a à la fois plus tout à fait un homme puisqu'il a fait le choix de s'habiller en femme, etc. Mais il est resté un père. Enfin en tout cas, il est là en tant que père. Et donc c'est vrai que tout ce qui va se jouer dans la famille, c'est dans ces cas de changement de genre, finalement, c'est est-ce que en changeant de genre, je peux conserver mon statut parental et est-ce que le genre, finalement, c'est quelque chose qu'on considère comme un attribut des personnes, c'est-à-dire voilà, je suis une femme, je suis un homme, et ça me définit entièrement pour tout. Ou est-ce que le genre, ça peut se décliner aussi en fonction de l'histoire relationnelle d'une personne, c'est-à-dire parce que j'ai donné naissance en tant qu'homme, à un moment donné, je suis devenu un père et je vais rester un père pour telle personne, même si pour d'autres personnes, en même temps, je suis devenue une femme. Voilà, c'est compliqué, c'est très complexe à penser, mais c'est aussi comme ça qu'on peut penser les choses et ça permet de restituer des histoires de vie finalement et des histoires relationnelles cohérentes où chacun peut avoir sa place. Mais ça oblige à créer un récit, voilà. On se demande aussi à partir de quel moment il décide de s'habiller en femme quand même, parce que quand il va chez la Chaban, il dit bon j'y vais mais ça sert à rien, etc., etc. L'histoire peut-être qu'elle lui raconte dans la forêt amplifie cette chose, parce que la forêt c'est un lieu qui comprend bien, qui est à l'aise, etc. Peut-être ça l'aide à changer de perspective. Et puis moi je voulais aussi peut-être vous poser une question sur ce silence. À partir du moment où il se déguise en femme, il ne dit plus aucune parole. Et ça, vous avez dit tout à l'heure que dans les campagnes, on ne parle pas beaucoup, etc. Mais là, alors c'est le silence complet. Et je voulais savoir comment vous interprétiez ce silence absolu. En Sibérie, au nord et dans la partie centrale, c'est très typique comme le comportement. Parler peu. Les Russes, ils ne sont pas comme par exemple les habitants de Gascogne qui aiment parler, et parler avec plaisir. Non. Et vous avez remarqué que quand les membres de la famille à la table, il y a peu de mots à prononcer, peu de mots. Ils mangent et c'est tout. C'est pas très typique pour tous les Russes, mais en Sibérie, c'est comme ça. Et le silence est silencieux comme le trait de caractère, oui, c'est typique. Mais dans beaucoup de légendes, dans beaucoup de mythes et de contes, il y a les femmes qui, la nuit, font la magie, au silence. Il y a une légende des fondateurs de Rome, deux frères. Et au temps
quand le frère aîné, Rémoul, a commencé à parler avec son frère, Romoul, qui fait les frontières magiques. À ce moment, le frère a tué son frère parce que les paroles ratent la magie. Et ici, je pense que le silence, c'est aussi une action magique, nécessaire, obligatoire pour finir, pour réussir et pour gagner la mort. C'est-à-dire, s'il commence à parler, tu sais, ce jeu avec la mort, ça ne marche pas. C'est-à-dire, il faut faire croire que ce n'est pas Yegor Petrovitch Korshunov, c'est quelqu'un d'autre. Et ici, il y a beaucoup de... c'est le jeu avec le regard. Quand le regard parle beaucoup de choses, beaucoup plus que les paroles. Et quand les habitants locaux regardent Yegor, ils ne le reconnaissent pas. Et la même chose, quand Yegor regarde les habitants, les voisins, il ne le reconnaît pas. C'est très important pour ce film. Et dans la cabane forestière, quand la femme le trouve là, elle se comporte avec lui comme avec sa sœur, comme avec sa copine. Et c'est très important aussi. Il a accepté son rôle. Peut-être il a deviné, peut-être, je ne sais pas, elle est allée chez le chaman, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Mais elle a accepté ça et elle a lui donné la possibilité de réussir avec ce rôle. Et je pense que l'avenir, vraiment très difficile, peut-être le plus difficile, c'est pour l'enfant. Parce que si tu es devenu un paria, c'est pour toujours. Et changer ce stéréotype pour les autres, c'est très difficile. Et surtout par rapport aux enfants. Parce qu'au début de la film, le fils raconte que tous les élèves considèrent que son père est très cool, justement comme un homme. Mais après ça, non. Et il a perdu sa réputation de vrai homme. Et pour le fils, l'avenir est très difficile. Pour la femme, non. Parce qu'elle a tout compris. Je voulais vous demander, parce que les enfants, justement, traitent le père, qui est habillé en femme, d'homosexuel. Alors ça m'a un peu surpris. Est-ce qu'ils n'ont pas le vocabulaire ou bien ça correspond à quelque chose, je ne sais pas. Je crois que c'est juste une façon générique de lui reprocher de ne plus être un homme selon les normes de genre de la société dans laquelle il vit. Je pense pas que c'est... Alors après, la question du lien entre entre le transsexualisme, quand je dis transsexualisme, c'est pas tout à fait le terme qui convient, mais entre la question transgenre et la sexualité, elle est très complexe. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on change de genre qu'on change de sexualité. On peut, mais c'est pas forcément le cas. Et là, vous dites, elle va se comporter avec lui comme sa sœur ou son amie, on ne sait pas. Il n'y a rien de sexuel dans cette scène, effectivement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas à un autre moment des relations sexuelles entre eux. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas... Et je pense que voilà, là, l'insulte, elle est simplement liée au fait qu'effectivement, c'est peut-être le premier terme qui vient dans ce registre-là, on va dire. Sur le silence, moi, je voulais juste revenir sur une chose. Bon, je suis d'accord sur le fait que... d'abord, comment dire, comme il se cache, oui, voilà, il peut pas parler, parce qu'effectivement, s'il parle avec sa voix d'Igor, on va le reconnaître. Et puis, c'est aussi parce que ce qu'il est en train de vivre est complètement indicible, finalement. Il n'y a pas de mots pour décrire ça dans cette société-là. Lui-même, sans doute, ne peut pas l'expliquer. Donc, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, il me semble. Voilà. Juste pour rebondir dans la cabane, moi, ce qui m'a frappé, c'est la position des corps, si vous voulez. Lui, il est derrière. Et puis, à un moment donné, il sort son bras et il entoure sa femme. Voilà. Donc là aussi, on peut s'interroger. Et on peut s'interroger aussi à la fin, parce qu'à la fin,
quand on voit une des dernières images, il est démaquillé complètement. Oui, oui. Moi je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'il restera un paria parce qu'il a quand même fait. Il est allé. En fait, il a transgressé. Enfin, il a passé 2 frontières. C'est-à-dire qu'il a, il a pratiquement, il a passé la frontière du genre. Mais ce faisant, il s'est approché de la mort et il a vaincu. Enfin, il est passé pratiquement de l'autre côté et il est revenu. Mais c'est un miraculé. Hein, il est allé très très loin. Donc moi, je pense que ça peut justifier, enfin comment dire, dans le récit un peu magique, etc. Ça peut aussi, ça peut donner une clé d'explication à son comportement finalement. Donc on ne sait pas ce qui va se passer après. Peut-être que les choses vont revenir telles qu'elles étaient avant et que dans cette histoire-là, voilà, il y a plein de sociétés dans lesquelles il existe, alors ce que certains anthropologues appelaient un 3e sexe, mais en tout cas des personnes. Il y a un rôle social, on va dire, qui est prévu, il y a une place dans la société qui est donnée à des personnes qui effectivement ne sont pas inscrites dans les 2 catégories possibles de genre et qui sont dans l'entre-deux. Et dans certaines sociétés, ces personnes sont aussi celles qu'on va désigner ou qui vont occuper la place de chaman. Parce que quand on a commencé à passer une frontière, comme celle du genre par exemple, on peut aussi passer la frontière entre le monde des hommes et le monde des esprits, et passer la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. Et là, on est dans quelque chose de cet ordre-là aussi, dans cette coexistence. Donc c'est pour ça qu'on... Bon, c'est parce qu'on est aussi dans un conte, mais voilà. Est-ce que vous avez une question ? Oui, moi j'avais une petite remarque parce que vous l'avez abordé et Jean, tu l'as sur cette scène de la cabane, cette interprétation quand même des acteurs qui voilà. Est-ce que vous en savez un petit peu sur je suis là du coup. Oui. Est-ce que Ina, vous en savez un peu plus sur les acteurs du film, les comédiens ? Bon, la comédienne a obtenu le Grand Prix d'interprétation féminine dans la section Horizonti au Festival de Venise. Au Festival russe de Honfleur, on lui a à nouveau donné une récompense et on a donné aussi une récompense à l'acteur. Ce film a été couvert de récompenses partout, si j'ose dire, partout où il a été présenté. Donc, le jeu de cette actrice est plutôt extraordinaire. Alors, elle est née un peu en Sibérie. Elle a fait des études à Irkoutsk, elle a été journaliste, elle a fait des reportages. Ensuite, elle est allée à Moscou faire une école de cinéma. C'est sans doute là qu'elle a rencontré Choupov, qui lui est moscovite et qui est allé un peu aux États-Unis faire des études de cinéma, à la fois à Moscou. Et moi, j'ai retrouvé ça parce que j'ai pensé à Délivrance, vous savez, quand il est dans la forêt. Pour moi, c'est aussi fort que ça. Mais tu dis, mais moi je pense que c'est vraiment un film qui va marquer qui très très fort dans l'histoire du cinéma et dans sa réalisation et dans. Je suis assez d'accord avec ça. La mise en scène, sa mise en scène est incroyable. Quand il se déguise et qu'il sort de l'intime, la caméra le suit comme si à chaque fois qu'on le suit, il y allait avoir un problème. Pas forcément. La musique, à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand il déambule dans la rue, est seximent forte. Alors, je ne connais pas le russe, donc je ne peux pas dire... Elle est super belle, cette scène. Vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus ? Oui, on peut. Vous savez, c'est la musique de quelques générations. La musique préférée de quelques générations. Mais une mélodie ou une chanson très, très populaire. Et surtout parmi les intellectuels, c'est la chanson à la discothèque. Et quand l'acteur commence à danser, c'était le hymne de la liberté personnelle. C'est le hymne de la liberté et de la force pour être comme tu es. Et quand j'ai entendu cette musique, j'ai été très étonnée parce que c'est pas possible, c'est imaginable. Cette musique à la discothèque, quelque part dans la campagne. Non, les réalisateurs ont raconté que quand il était à la campagne, c'est au nord de la Russie, à la discothèque réelle, les participants ont permis de tourner le film en utilisant les habitants locaux. Et la musique aussi. Et c'était à la discothèque réelle, cette musique,
Et les réalisateurs ont décidé de garder cette musique pour le film parce que c'était le point culminant pour son histoire. Parce qu'après ça, c'est l'agression. Après ça, c'est l'essai de tourner vers le monde masculin. Après, c'est la forêt. Et la forêt comme l'espace de passage. Oui, et c'est pour ça qu'il rencontre justement dans la forêt et la chamane et les hommes qui font la violence et sa femme qui s'adopte comme une femme, comme une sœur. Et c'est très important pour lui. Et la scène où sa femme le lave, c'est aussi très important parce que symboliquement, c'est comme il faut être pur avant son étape finale de transfiguration. C'est le motif très... C'est-à-dire que et la musique souligne beaucoup de choses ici. Et surtout la liberté personnelle pour le personnage. Alors, j'ai entendu le mot pureté. Moi, je pense qu'il traverse ce film aussi. D'ailleurs, les dernières images, je voulais votre interprétation. Alors, la dernière image avait la neige, tout à lui est en blanc et tout. Bon, on comprend relativement facilement. Alors moi, j'ai une énigme. J'ai fouillé partout. Je n'ai pas réussi vraiment à savoir pourquoi ces oies sont présentes sans arrêt. Et je pense que c'est un symbole fort. Alors moi, j'ai lu que, vous me direz si c'est vrai ou non, que les oies représentent la femme aimée dans certaines légendes, etc. Mais là, elles sont tout le temps en groupe. Donc, je n'ai pas trop saisi. Peut-être avez-vous un éclairage là-dessus? Oui, tout d'abord, c'est la neige, comme le symbole de la mort en Russie. Et les oiseaux blancs au fond de neige qui ne peuvent pas être reconnus par la mort. Et les oiseaux, ce sont les personnages typiques dans les mythes locaux. Parce qu'un oiseau, c'est le symbole de l'âme. Et en tant que l'âme qui se trouve entre le ciel et la terre, la vie et la mort, comme le symbole de l'âme, les oiseaux jouent un grand rôle dans les mythes. Et ici aussi parce qu'il doit s'assimiler complètement à un personnage légendaire pour recommencer cette histoire et pour réaliser cette histoire pour lui. Mais les oiseaux, oui, c'est... Bien, il va nous falloir conclure. Peut-être un dernier mot, Agnès, sur le film, non? Non, bon. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à cette rencontre et merci à nos intervenantes qui nous ont merci beaucoup pour formidablement votre éclairés.